Dans la course à la présidentielle congolaise, il est apparié que le chemin qui mène au 23 décembre prochain est encore sinueux. Des 25 postulants au poste de chef de l'État, 6 ont échoué à passer le filtre de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Parmi eux, Jean-Pierre Bemba, candidat du MLC et poids lourd de l'opposition, puisque ex-challenger du président Kabila à la présidentielle de 2005, raison évoquée sa condamnation à 1 an de prison par la Cour pénale internationale où il a été détenu 10 ans durant pour subornation de témoins. Mais pour Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, la candidature de Jean-Pierre Bemba faisait trembler la majorité au pouvoir au point d'instrumentaliser la CENI en vue de l'écarter. Elle affirme pour preuve que le ministre de la Justice avait envoyé une lettre assortie de la liste des noms des personnes que Kabila ne voulait pas voir postuler. Car oui, l'opposant n'est pas le seul concerné. Les anciens premiers ministres Antoine Kizenga, Adolphe Mouzito et Sami Badibanga, Jean-Paul Moka-Ngolo et Marie-Josée Ifoku, seules femmes qui étaient en lice, sont aussi écartées pour diverses raisons. Les dés sont-ils effectivement pipés, comme l'estime l'opposition politique? Jean-Pierre Bemba, qui dispose de 48 heures ouvrées pour déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle, aurait-il la possibilité de participer au scrutin? Quelle stratégie doit adopter l'opposition? Dans le schéma actuel, le rejet de la machine à voter qui continue d'être maintenu par l'opposition est-il salutaire? Quelle chance d'avoir un scrutin salué et accepté par tous? RD Congo, candidature de Jean-Pierre Bemba, irrecevable, stricte application des tests ou partialité de la CENI, c'est le thème de cette émission qui, comme vous le savez, s'intéresse au décryptage de l'actualité sur le continent africain. On revient avec les invités, ce sera juste après ceci. Et sur le plateau de Angle de Vue, Arnaud Éric Aguenounon, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, analyste des questions sociopolitiques. Face à vous, aujourd'hui, il est Kofidia, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes juriste, analyste politique également. Mais c'est un plaisir de vous avoir. Il y a quelques semaines, le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundou, faisait état de son désir de voir la candidature de Jean-Pierre Bemba invalidée eu égard aux dispositions du code électoral congolais. La CENI semble lui donner raison. Arnaud Éric Aguenounon. Je me dis que en politique, il y a toujours beaucoup d'intrigues et il y a beaucoup de vernis. Vous voyez, un bois est vieux, il est peut-être mort, mais le vernis fait que voilà, on ne découvre pas ce qui est en dessous. Après sa libération, Jean-Pierre Bemba a été accueilli, il est rentré au pays. Et je pense que le premier nœud, la première difficulté, c'est celle-là. Parce que tout allait bien. Et j'ai l'impression qu'il est un challenger de taille, mais aussi que Kabila, quand même, je suis sûr qu'il ne serait pas déçu si, par exemple, Bemba passait. Parce que je suis sûr qu'après sa succession, il voudrait un homme fort. Donc il y a peut-être ce que lui il souhaite, qui ne sera jamais la même chose que ceux qui sont là et ceux qui sont dans son appareil politique, qui sont dans son parti politique, ceux qui sont pour avec lui et qui, eux, bon, étant encore dans la course, et pensent déjà à récupérer une place pour la suite. Parce que Kabila, il a fini. Vous savez, en Afrique, quand un chef finit, on est dans les tractations, on est dans les analyses, on est dans plusieurs stratagèmes pour pouvoir repartir de nouveau. Donc, je pense que ce qui arrive là, c'était prévisible. Et c'est parti comme vraiment
une bonne course, mais voilà, et il est tombé à cette aile-là, et je pense qu'il pourra peut-être se relever et continuer la course. Voilà. Je reviens avec vous, Hilaire Kofidia. La condamnation de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins par la CI, est-ce que la CPI, est-ce que cela doit lui être appliqué ou cela doit lui être imposé par les institutions congolaises? Non, pour ma part, le pouvoir politique ou le système en place se réfugie derrière ce prétexte fallacieux pour l'écarter. Et cela vient corroborer l'idée sur laquelle la foi ne fonctionne pas en politique, mais seul compte les coups bas. Et quand vous regardez bien la tête de ceux qui sont écartés, ça et là, on constate que ce sont d'anciens collaborateurs à Joseph Kabila. Et comme Kabila a une passion pour le Congo et non pour les Congolais, il a théoriquement fini, contrairement à ce que dit l'écrivain, mais il veut continuer pratiquement. Par conséquent, il voudrait avoir et aux élections présidentielles à venir des hommes qu'il pourrait manipuler comme il l'entend. Parce que quand vous regardez bien ce que fait Kabila, cela laisse apparaître une parodie de démocratie. Parce que tout se passe comme si nous étions dans une occupation. Or, dans une occupation, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'opposition. Et lorsque vous écartez les opposants sérieux, cela voudra dire que vous-même vous êtes conscient du poids restreint de celui que vous proposez et vous voulez utiliser votre aura pour pouvoir imposer, histoire de le manipuler après et faire croire que bon, nous sommes passés d'un régime et qui a fait le fleuron de la RDC à un autre régime qui atteste ce que la démocratie est édifiante au Congo. Donc voilà. Quelle importance cette élimination de Jean-Pierre Bemba pourrait avoir sur le scrutin proprement dit, Arnaud Ricagin? Et il faut savoir là où on se situe. Si on se situe du côté de l'opposition, c'est une douleur. C'est vraiment une fragilité. Et c'est un manque s'il n'est pas là, s'il n'est pas dans la course, parce que il est de taille, il est vraiment de taille. Et c'est un homme puissant. Et en matière de messianisme politique, on peut même dire que c'est un homme, il est rené, il est ressuscité. Et un homme ressuscité comme ça, politiquement, attire et part vraiment avec beaucoup de chance. Mais en face, ceux de la mouvance, les capitalistes, les kabilistes qui sont là, et je pense que de ce côté-là, il y a ceux qui veulent se libérer de Kabila et il y a ceux qui veulent rester assujettis. Et toujours profiter de l'aura de leur baron, de l'aura du roi. Et donc, eux, dans les deux cas, ils sont contents. Ils sont contents. Mais je pense que Bemba va lutter. Et il a le recours parce que ce pourquoi on l'accuse, et ce n'est pas encore une condamnation ferme. Tout à fait. Et il a encore des recours à faire parce que toutes les voies ne sont pas épuisées. Mais le timing fait que on se demande s'il aura le temps parce que la liste définitive sortira le 19 septembre. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il aura le temps d'épuiser toutes les voies de recours? Est-ce que la Cour constitutionnelle ou les cours qu'ils vont vraiment vers qui ils vont aller, est-ce que ces cours-là vont traiter le dossier avec célérité? La question a le mérite d'être posée. Il faut déjà savoir qu'au niveau de la CPI, le procès en appel de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins n'est pas une priorité parce que il faut rappeler qu'il ne peut encourir que maximum 5 ans de prison dans ce procès-là. L'homme a déjà purgé 10 ans dans les geôles de la CPI. Donc, il n'y a aucune priorité aujourd'hui pour la CPI de se pencher sur ce cas-là en urgence. Et on sait aussi que aujourd'hui, c'est cette condamnation
déjà en première instance à la Cour pénale internationale que la CENI utilise. Arnaud Rigaguinounon parlait de la Cour constitutionnelle congolaise qui doit statuer. Beaucoup d'opposants dénoncent le fait que cette Cour soit inféodée au régime Kabila. Est-ce que Jean-Pierre Bemba doit aller à ce recours-là? Est-ce qu'il doit aujourd'hui faire confiance aux institutions congolaises? Non, je vais être franc. Hein. Vous savez quoi, la politique exige un chiffrage et un cadrage dans le temps. Et les chiffres militent pour Jean-Pierre Bemba. Et le pouvoir en place sait que s'il passait, il gagnait les élections. Puisque l'opposition, à mon avis, semble vouloir tourner dos ou semble faire plier le régime kabiliste. Ils ne veulent plus de Kabila et donc ils sont prêts même à choisir un électeur. Tout à fait, on va y arriver. Voilà, pour y arriver. Donc, ce que je dirais, Jean-Pierre Bemba ne passera pas. Il fait peur au système en place, il ne passera pas. Et les voies de recours, pour moi, sont déjà épuisées. Puisque la Cour constitutionnelle, elle est kabiliste. La Cour constitutionnelle en RDC est aux ordres de Kabila. La Cour constitutionnelle n'a pas de voix. Je vous ai dit que nous sommes en présence d'une parodie de démocratie. Aucune institution en RDC ne fonctionne de façon libre. C'est des institutions qui sont sous la bannière, la coupole de gens qui sont fidèles à Kabila. C'est Kabila qui fait... On était dans une dynastie kabiliste, là. Mais on veut tourner la page. Ce que moi, je conseillerais peut-être à Jean-Pierre Bemba, et il a dit subtilement, il dit, si je ne passais pas ou si je n'étais pas retenu, on verra bien lequel des opposants pourra nous porter pour qu'on puisse tourner cette page macabre. Parce que le pouvoir en place est fait montre de stratégies les plus macabres, hein, pour... Voyez-vous vous-même l'argument, le prétexte que l'on brandit pour écarter Jean-Pierre Bemba, le prétexte de conflit avec son parti politique que l'on brandit pour écarter l'autre ancien ministre, le prétexte de défaut de scienture que l'on brandit pour écarter l'autre, ou pour dire que l'autre n'est pas congolaise. La seule femme, elle dit qu'elle n'est pas congolaise, et tout ça. Et quand on sait que c'est des anciens ténors, des gens qui ont fait valoir leur droit à la civilité au pays et qui ont servi déjà la nation par le passé, on estime que c'est volontaire. Voilà, l'opposition continue de dénoncer une instrumentalisation de la CENI par le régime Kabila. Nous allons suivre un élément dans lequel se prononce Eve Bezaïba. Elle est secrétaire générale du MLC de Jean-Pierre Bemba. On revient juste après ceci. Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable. Rejet de la candidature du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba. Au niveau de sa formation politique, l'heure n'est plus seulement aux dénonciations, mais aussi à une série d'actions envisagées. Nous avons décidé d'utiliser toutes les voies des droits pour faire valoir la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République. Nous sommes en train de préparer notre recours à la Cour constitutionnelle. Recours devant la haute juridiction, certes, mais le MLC, le Mouvement pour la libération du Congo, n'entend pas s'en arrêter là. Les militants et sympathisants du parti seront expressément sollicités, annonce-t-on. Nous allons effectivement procéder à l'appel à la mobilisation. C'est notre droit reconnu par la Constitution. Il peut y avoir des marches, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir toute autre forme reconnue par les lois et règlements de la République pour faire valoir notre droit. Rival malheureux de Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Bemba avait quitté la RDC sous escorte des Nations Unies en avril 2007 après des combats entre sa milice et l'armée qui avaient fait entre 200 et 300 morts. Du retour Bécaye après sa libération par la CPI, Jean-Pierre Bemba passait pour l'un des favoris à la succession du président Joseph Kabila qui ne peut pas se représenter et qui a désigné un dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Arnaud Éric Aguenounon, on parle de mobilisation. Est-ce que cet appel à la mobilisation du MLC peut encore porter des fruits? Est-ce que le fait de mobiliser les militants, on a vu notamment avec le DPS de Félix Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, dans le temps, l'opposition a réussi à faire bouger les lignes, notamment sur les questions de consensus autour du processus électoral, les questions
liées au départ de Kabila. Il y a eu un certain nombre de mobilisations de la société civile notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, que l'MLC annonce le fait de continuer la mobilisation, est-ce que cela peut faire bouger les lignes? Est-ce que cela peut faire, pourquoi pas, compétir Jean-Pierre Bemba? Non, je pense que tout élan civique, tout élan politique est peut-être insignifiant par rapport à tout ce qui constitue les arcanes politico-juridiques. Parce que si la CENI continue sur cette lancée, je ne pense pas que ces mobilisations vont l'arrêter. Et si effectivement ils font le recours à la Cour constitutionnelle et si la Cour constitutionnelle valide ce que la CENI a dit, et si les mobilisations prennent à la rue, et si la rue est remplie, je pense que nous sommes vraiment au seuil d'un bain de sang. Parce que ils vont réagir, le pouvoir en place va réagir pour dire: ah, vous ne voulez pas qu'il y ait élection. J'ai accepté maintenant, mais voilà, vous ne voulez pas. Parce que en fait, c'est un jeu. Il ne faudrait pas que cette mobilisation les piège. Il ne faudrait pas. Moi, je pense que le combat est ailleurs. C'est vrai, c'est légitime leurs revendications, mais qu'ils n'oublient pas de préparer l'élection. Que l'opposition s'organise effectivement. Pour que le scrutin se tienne à bonne date. Oui, pour que le scrutin se tienne et pour qu'il y ait cette mobilisation. Parce que si ils se sentent déjà battus et qu'ils vont sur le terrain de la rue, je pense qu'ils vont pas être sur les deux tableaux. Et ça veut dire qu'ils se sont résignés d'une façon qui n'est pas du tout stratégique. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si le parti de Bemba fait ses recours, mobilise la société civile, mobilise tout le monde, ça ne donnera pas grand-chose. Ça, là, c'est sûr. Parce que ils vont alimenter la haine, la force de l'adversaire. Et maintenant, en le faisant, ils vont fragiliser tous les petits candidats. Ils vont fragiliser tous les petits candidats. Et voilà. Voilà. Il se fait que dans un état de droit, lorsque le droit n'est pas dit, c'est la violence qui s'installe. Le droit et la violence dorment dans le même lit que l'amour et la jalousie. Il veut intenter des recours qui, pour moi, compte tenu de la stratégie du pouvoir en place, sont voués à l'échec. La seule voie de recours la plus crédible, visible, c'est la mobilisation. Une mobilisation pacifique, modérée. Et une fois constaté que le pouvoir n'est pas dans le schéma de replier ou de revoir sa copie, se concentrer alors sur une candidature de l'opposition unique. Sinon, tout autre choix venant de l'opposition appelle simplement de l'échec et de la désillusion. Voilà. Et il y a l'opposition, vous en parliez tout à l'heure, qui donc appelle à voter pour le mieux placé d'entre eux. On a l'impression que l'opposition politique congolaise aujourd'hui semble être d'accord sur le fait que seule l'unicité de l'opposition peut gagner ce scrutin. Il faut peut-être rappeler à ceux qui nous suivent que c'est un scrutin à un tour. Il faut juste la majorité pour l'emporter. Et donc aujourd'hui, l'opposition semble être d'accord. Moïse Katumbi l'a dit clairement. Il veut rentrer pour participer à l'élection, mais si ce n'est pas possible, il appellera à voter pour le candidat qui sera décidé dans une concertation de la classe politique d'opposition. Je crois que Vital Kamerhe de l'UNC l'a dit aussi, Jean-Pierre Bemba l'a répété,
c'est important qu'on aille ensemble. Donc on a l'impression aujourd'hui que les ténors de l'opposition sont en train de parler le même langage. Arnaud Reka-Guinounon, c'est surprenant en Afrique, notamment. Est-ce à dire que le Congo semble être la priorité des opposants, ou bien c'est juste une ligue pour arracher le pouvoir au Kabila? Non, c'est juste une ligue pour arracher le pouvoir. En fait, en politique, en Afrique, nous n'avons pas une vision, en fait. Nous n'avons que des calculs. Et nous avons des réflexions situées. Situées dans un temps, mais aussi selon les circonstances. Donc, ils ont compris que voilà, Kabila pas, mais Kabila, voilà, il sera maintenant metteur en scène. Il sera metteur en scène. Il va, dans l'ombre, il va continuer à guider cette troupe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser. Mais je suis sûr qu'au cas où, ils prendront le pouvoir, c'est sûr qu'ils vont se diviser. Parce que les postes divisent. Les calculs pour les postes ministériels, les postes de direction divisent. Mais le problème est ceci. Pour gagner une élection en Afrique, c'est toujours l'argent. C'est l'homme riche qui passe. C'est l'argent. C'est le plus riche qui passe. C'est le plus puissant financièrement qui passe. Mais voilà que... visiblement, les plus puissants financièrement sont écartés aujourd'hui. Ils sont écartés. Ils sont écartés. Comme ils sont écartés, est-ce que ceux qui sont là est-ce qu'ils peuvent mobiliser la population? La question a le mérite d'être posée. Est-ce qu'ils peuvent? Et donc, moi, je dis, si cette population n'est pas consciente des enjeux, et si cette population ne vote pas pour le pays, pour l'avenir du pays, et si cette population vote pour l'homme qui lui donne, je pense que ce sera à l'échelle de la population aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, la question est très importante. Aujourd'hui, on sait qu'il y a Moïse Katumbi Tchapoué qui ne pourra pas candidater. Du moins, c'est jusqu'à l'heure où nous sommes sur ce plateau. On sait qu'il y a Jean-Pierre Bemba qui aura toutes les difficultés du monde à candidater. C'est vrai qu'il lui reste un recours. On va attendre de savoir ce que la Cour constitutionnelle congolaise va dire concernant ce recours-là. On sait qu'il y a aujourd'hui donc des candidats d'opposition, mais qui auront des difficultés à mobiliser parce que on sait que c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, la RD Congo. On sait que c'est un pays continent. On sait que pour aller dans certaines régions, il faut parfois un jet privé, parfois un hélicoptère. On sait ce que cela va engranger en matière de mobilisation de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, visiblement, celui qui pourrait être le candidat de l'opposition, ça va se jouer sûrement entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, fils de son père. Aujourd'hui, qui voyez-vous guider l'opposition vers une hypothétique victoire? Nous sommes en train de spéculer, il faut le préciser. Non, je n'ai pas cette vision-là, parce que je ne suis pas congolais. Je pine sur le Congo, mais je ne suis pas congolais. Ce que je voulais dire simplement, c'est que lorsque vous avez un ancien président de la République qui a passé son temps à violer la Constitution et qui finalement a fait 2 mandats et demi, ça fait 13 ans, 2 mandats et demi. 17 ans de pouvoir. 17 ans de pouvoir, et qui se comporte tel un pater familias, un père de famille, et qui refuse de se déshabiller avant le crépuscule, c'est-à-dire parce qu'en proposant un dauphinat, et le seul moyen de pouvoir le battre sur son propre terrain, c'est de s'entendre, c'est de se mettre ensemble. Et que les plus puissants mobilisent les moyens et les mettent à disposition de celui qui aurait l'étoffe ou le profil le plus adéquat pour battre le candidat du pouvoir en place. Et si cela est fait, et comme l'a dit mon vis-à-vis, il va se poser un problème au moment où on voudra partager le gâteau national. Voilà. Mais je dis que ce serait déjà quand même une victoire. Parce que, qu'on veuille ou non, nos peuples africains, meurtris, oubliés par les dirigeants,
dans leurs différentes politiques parce que leur gouvernance, leur mode de gouvernance reposant sur le mensonge et aucun projet visionnaire ou aucun souci de développer le pays, c'est l'occasion rêvée pour le peuple de récupérer quand même des miettes et dans ce sens, ils sont facilement manipulables. Mais si les chiffres donnent raison à l'opposition, je pense quand même que le peuple veut forcément tourner la page de Kabila et quel que soit celui que l'opposition mettrait comme candidat commun à eux, et le peuple pourra le choisir et basculer parce qu'on est fatigué de l'ère Kabila. Le père Kabila, le fils Kabila, mais qui a rempli les a menés en bateau et finalement leur dit qu'il a une passion pour le Congo et non pour les Congolais. Il est temps qu'on tourne cette page-là. Parce que dans nos États africains, on est habitué à ça, mais il n'en reste plus beaucoup. Quand le père finit, le fils prend. Maintenant, c'est le petit-fils. Comme il n'y a pas de petit-fils, on veut donner ça à un dauphin et que le dauphinat, c'est sans politique. Donc, que ça soit Vital Kaberé ou que ça soit Étienne et le fils de Félix Tshisekedi, je crois que l'un comme l'autre peut valablement conduire la République si il est entouré, c'est-à-dire des hommes volontaires, soucieux de faire développer le Congo. Voilà. Parce que ce qui fâche et ce qui fait que beaucoup de gens ont le regard arrivé sur le Congo, c'est que c'est un pays fortement juteux et mielleux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Aujourd'hui, l'autre préoccupation de l'opposition politique congolaise et pourquoi pas de la classe politique dans son ensemble, c'est la question de la machine à voter. C'est une question qui revient dans chaque sortie des acteurs politiques congolais. On estime que c'est une machine à frauder pour les uns. On estime que c'est une boîte de Pandore pour les autres. Personne ne sait si, avec cette machine-là, on est sûr d'avoir un scrutin accepté de tous. On parle, l'opposition avance des chiffres jusqu'à 6 millions d'électeurs dont les empreintes ne seraient pas connues. Après audit du fichier, on parle de plus de 6 millions d'électeurs dont on ne pourrait pas maîtriser les empreintes. Est-ce que avec cette machine-là, on est sûr d'aller à un scrutin contesté ou bien c'est une machine auquel tout le monde doit faire confiance au vu des contraintes de temps, puisque aujourd'hui, visiblement, la CENI a tout misé sur cette machine sud-coréenne décriée officiellement par la Corée du Sud, qui a refusé et s'est désengagé totalement de la société sud-coréenne, pourtant qui a vendu cette machine-là à la CENI. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette machine-là, on peut parler d'élections crédibles en RD Congo? Ce qui est paradoxal et ahurissant, c'est que la RDC est un pays riche sous terre et très pauvre sur terre. Pas de machine économique, pas de machine politique, pas de machine éducative, pas de machine sanitaire, pas de machine électorale. Et ce qu'on a là, c'est de l'infra-humanisation, c'est de l'infrasystème. Vous voyez, en Afrique, souvent, toutes les machines électorales sont rouillées. Et dès qu'il y a élection, on crie la fraude. Parce que chez nous, on joue avec la fraude. Il faut compter avec la fraude. On compte avec la fraude, on compte avec l'argent, on compte avec l'ethnie, on compte avec le terroir. Il y a tout ça en jeu. Parce que sans la fraude, c'est comme si une élection n'est pas bonne chez nous. Et c'est la fraude qui nous profite. Donc, à cet allure-là, soyez sûrs qu'on va créer la fraude. Un pays aussi vaste, mais c'est facile de brûler 2000 voix, 5000 voix. Et c'est peut-être des conjectures que nous faisons, sont des vues de l'esprit. Mais je pense que c'est la réalité de chez nous. Parce que les gouvernants sont là longtemps et à la veille des élections disent qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement Kabila à rester en poste plus de 2 ans après la fin du mandat. Bien sûr, on n'a pas la conscience républicaine, on n'a pas la conscience démocratique. Et
c'est difficile et c'est malheureux pour nous. Parce que l'élite africaine a démissionné et s'est rangée du côté de la médiocrité, du côté des vices, du côté de l'argent facile, et se tait, alors qu'elle doit servir cette élite-là de locomotive. Mais c'est pas au peuple d'être dans la rue. C'est pas la rue qui change quelque chose. C'est l'élite dans toutes les instances qui doit lutter pour que les choses changent. Mais en fait, cette élite-là est vassalisée, cette élite est éhontée, et voilà ce à quoi nous assistons. On ne sait pas quelle sera l'issue de cette élection-là, parce que la RDC n'est pas encore sortie hein, voilà. Il est quotidien, on a vu le président Kabila il y a quelques jours, lorsqu'il était au sommet de la SADC en Namibie, dire une petite phrase. Je vous dis à bientôt parce que je n'aime pas trop les au revoir. C'est une phrase qui a alimenté la polémique en RD Congo. Certains estiment qu'il y a une stratégie à la Poutine-Medvedev qui pourrait être en train d'être préparée pour les Congolais, c'est-à-dire que le président part et revient quelques années plus tard, ou le président part et pourquoi pas est nommé encore dans le gouvernement d'après. Non, à bientôt, il a tout dit. À bientôt veut dire quoi? Si mon dauphin passait, pendant son mandat, il va réviser la Constitution, ou pendant son mandat, il fera tout pour qu'après son départ, je puisse revenir. Kabila n'aime pas les Congolais. Kabila, il a les yeux rivés sur la fortune congolaise. Vous avez vu avec par quelle alchimie ou par quelle stratégie il a su amener tout le monde à accepter sa prorogation de mandat, attendre la veille, quasi-veille des élections pour dire qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections. Ça dit qu'il a eu le temps de mobiliser les fonds maintenant pour les élections. Alors qu'il savait depuis que son mandat finissait après 10 ans. Il y a des difficultés économiques alors qu'aujourd'hui... Il n'a aucune difficulté économique. Kabila, c'est un rusé. C'est un rusé en politique. Et il n'est pas prêt de laisser. C'est pourquoi je dis que les opposants, les uns et les autres, laissent les querelles intestines et fassent en sorte que ce système-là puisse cesser d'intimider ou de dicter sa loi au Congo. Vous savez, il y a des opposants à Kabila en silence. Et ses responsables d'institutions, et ses politiques. Et vous avez dit quelque chose qui est très intéressant. Lorsque vous érigez le mensonge comme mode de gouvernance, ou lorsque vous érigez la ruse comme mode de gouvernance, vous n'emportez avec vous que les dirigeants d'une médiocrité notoire. Voyez-vous, et puisque vous devez tout à Kabila, il va de ce que vous allez faire la volonté de Kabila. Il propose le ministre de l'Intérieur. Il a tout donné à ce dernier. Or, la main qui donne est celle qui dirige. Donc, à bientôt, même n'étant pas au pouvoir, je vais diriger le pouvoir. Et on fera en sorte, ou le système fera en sorte que je pourrai à tout moment ressurgir. Et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien pour un pays qui se dit être démocrate et démocratique, et ce qui n'est pas bien pour quelqu'un qui a fait ses preuves. Démocratique de nom, c'est démocratique de nom, simplement. Voilà. Qui a fait ses preuves qui ne sont pas tout à fait élogieuses. Outre Jean-Pierre Bemba, on sait qu'il y a Adolphe Muzito et Sami Badibanga qui ont annoncé leur intention de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Adolphe Muzito a par exemple été écarté parce qu'on estime qu'il est en conflit d'intérêts avec le PALU, qui est son ancien parti. Votre avis sur cette... alors que l'homme estime avoir démissionné en bonne et due forme, il a même exhibé la lettre de démission qui fait qu'il a quitté le PALU. Il est aujourd'hui à la tête de notre Front Uni pour la République, URP, mais on dit qu'il est en conflit d'intérêts avec son ancien parti, et c'est ce conflit d'intérêts-là qui fait que sa candidature a été invalidée pour la présidentielle. Une commission électorale n'est pas une commission éthique, n'est pas une commission morale pour traiter les problèmes partisans au plan interne.
Moi, je pense que toutes ces raisons-là sont des raisons fallacieuses. Et ces raisons fallacieuses sont au cœur d'un pays où les choses ont tendance à être traitées, les choses de la Res Publica ont tendance à être traitées avec banalité. Banalité et avec beaucoup de mépris. Parce que si une CENI donne des arguments tels libellés, tels formulés, ça veut dire que ce qui se passe en bas, parce que nous voyons, ça c'est la face visible de l'iceberg. Ce qui est invisible est pire que ça. Donc ça dénote du niveau de réflexion, du niveau cognitif de cette élite-là, de ces cadres-là, et qui sont dans la bassesse morale et dont l'intelligence rime avec méchanceté et rime et avec sous-développement. Parce que quand on arrive à ces extrémités-là, on se demande quel pays ils veulent laisser à la postérité. Un pays désert, un pays vide. Allez en Europe, vous allez voir les Congolais, ils sont partout. Ils sont les plus nombreux des Africains. Ça veut dire que le pays se vide. Et c'est les plus pauvres qui sont là et qui subissent le martyre, qui subissent l'humiliation, qui subissent la misère. Vous imaginez un pays dont le sous-sol est si riche, mais la terre est misérable. Ce n'est même pas un pays désertique. C'est un pays qui a de la végétation. L'une des plus grandes forêts au monde, d'ailleurs. Mais bien sûr. Ce qui veut dire que c'est une insulte à Dieu, ce pays-là. Parce que Dieu leur a tout donné, mais ils insultent Dieu. Ils insultent Dieu. Et ils instrumentalisent Dieu à leur fin politique. C'est malheureux, c'est dramatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la question aussi n'est pas que le pays est pris en otage par les puissances qui, comme vous l'avez dit sur ce plateau, pourraient trouver quelque intérêt à exploiter je dirais, cette catastrophe géologique dont on a l'habitude d'affubler la République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui aussi, je dirais, ces contingences-là qui font que c'est impossible d'avoir la paix en RD Congo? Parce que le nombre de milices qui existent, et quand on dit milices, on parle de parcelles de pouvoir, on parle d'achat, de vente d'armes, on parle de trafic de bois, de tout ce qu'il y a autour. On parle de tout type de trafic, même trafic d'êtres humains. On parle de viol de femmes chaque minute, sinon chaque seconde qui passe. Des femmes sont violées en RD Congo. On parle d'Ebola, on parle de tout type de misère en RD Congo. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui aussi la responsabilité de ces grands groupes-là qui ont des intérêts à ce qu'il n'y ait jamais la paix en RDC? Il y a Kofidja. Non, lorsque vous fouillez la poubelle politique de la RDC, vous y voyez deux choses. Il y a ce que vous appelez communément la communauté internationale. Je vais nommer les États-Unis et notre ami la France, qui justifie l'aphorisme « les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts ». Et qu'au nom de ces intérêts, ils sont prêts à tout. Mais c'est que c'est la qualité des hommes et qui représentent ces peuples et donc qui dirigent ces nations qui pose problème. Parce que si vous ne leur laissez pas la main, et ils ne pourront pas opérer comme ils l'entendent. Mais si donc nous sommes indépendants théoriquement, nous ne le sommes pas en pratique. Parce que quand même la RDC, son indépendance est plus ou moins justifiée. Parce qu'ils ont leur monnaie.
Mais compte tenu de la richesse de ce pays, il faut reconnaître que les puissances économiques ne leur laissent pas les coups de franche pour pouvoir mieux se retrouver, et non seulement dans la gestion de la République, mais dans la quête de ce que j'appellerais idéologie qui pourrait booster ce pays. Mais donc ce qui justifie que, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes, on ne demande pas forcément à l'opposition de tourner la page à Kabila, mais on demande à l'opposition de choisir quelqu'un qui puisse franchement orienter le pays sur un lendemain meilleur. Parce que tous les autres États sont menacés par les puissances économiques. Ils sont menacés par les lobbies. Et il semblerait même que ce sont ces lobbies qui choisissent Darda, celui qui sera le président de la République. Bon, maintenant, les États-Unis ou la France aujourd'hui sont pour qui? Est-ce qu'ils sont la pour Belgique, le candidat, notamment pour la Belgique, notamment pour la RD Congo? Est-ce que la Belgique est pour le candidat de l'opposition ou pour le candidat du pouvoir en place? Mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, la Belgique doit être pour le candidat de l'opposition, parce que Kabila a déjà réduit la cuillère et les autorités belges estiment qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir d'eux. Et donc, si les Belgiques se mettent à la danse et aident un peu les barons de l'opposition, on pourrait assister à un revirement politique, à un changement du système politique. Et sans compter qu'après, ces Belges-là viendront dire, nous vous avons aidé à franchir le Rubicon. Alors, quelle sera alors notre part en termes d'intérêt? Donc, on continuera à exploiter le sous-solaire des Congolais. On continuera pas à exploiter le sous-solaire des Congolais. Aux grandes dames des populations. Aux grandes dames des populations, sauf que il faudrait conditionner cela pour que cela puisse profiter plus aux populations qu'à cette minorité qui gère l'État. Ce sera sans doute difficile. Il y a aussi dans ces personnes appelées à candidater pour le scrutin qui se sont vues refuser le pass d'aller à la présidentielle. Sami Badibanga, lui, sa candidature a été rejetée pour défaut de nationalité d'origine. La question suscite aussi beaucoup de remous. On lui reproche d'avoir une double nationalité. L'homme estime qu'il a bénéficié d'un arrêté ministériel portant recouvrement de la nationalité congolaise d'origine, arrêté signé le 25 novembre dernier par le ministre actuel de la Justice. À l'époque, il était Premier ministre du gouvernement Joseph Kabila. Aujourd'hui, la CENI estime qu'il y a un problème de nationalité d'origine et invalide sa candidature. Il rappelle également qu'il est congolais de père et de mère. La question de la double nationalité ou de la triple nationalité est toujours une question récurrente. Mais la position congolaise rappelle que la nationalité congolaise est exclusive. Donc en fait, on ne devrait pas avoir à poser le problème de la double nationalité. Vous savez, quelqu'un qui vit 10 ans dans un autre pays, qui s'est sacrifié, qui a travaillé jour et nuit, je pense que cette personne-là n'hésiterait pas à demander la nationalité, à bénéficier de ça. C'est tout à fait légitime. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tous ceux qui sont passés à la tête de ce pays-là n'ont pas le même problème? Vous savez, chacun de ces prétextes pour écarter les uns comme les autres, prise en valeur absolue, atteste de la volonté du pouvoir en place de voir ces gens-là compétir. Autant ils font peur, c'est des candidatures sérieuses. Ça veut dire que dans le reste, il y en a de sérieux aussi. Mais c'est la peur de perdre les élections. C'est la stratégie Kabila. Kabila ne veut pas d'eux, c'est tout. C'est des coups que Kabila leur donne, parce qu'ils étaient hier des alliés, mais aujourd'hui, ils sont dans le camp de l'ennemi entre griffes. Et donc, il faut trouver forcément quelque chose pour leur coller. Ça se passe ici aussi. Aujourd'hui, il faut 250 millions. Je ne dévoile pas un secret. Votre candidat, quel citoyen honnête avec un pouvoir d'achat peut mobiliser 250 millions pour servir son pays? On est en train de lutter pour la corruption ou bien on est en train de lutter pour la corruption? Voyez-vous, si donc moi je veux servir mon pays, je dois mobiliser 250 millions. On me demande d'aller faire quoi? D'aller voler. Donc, de la machine à voter, on est allé à une machine à voler, à une machine à frauder, et
Et on ne veut pas laisser le pouvoir simplement parce que l'argent. Mais je n'ai jamais vu un homme au soir de sa vie. Je n'ai jamais vu un corbillard rempli d'argent accompagner quelqu'un au soir de sa vie. Et il faudrait imaginer un instant la politique sans argent. Imaginez un instant la politique sans argent. Est-ce que Kabila serait si intéressé à revenir, à nous dire bientôt, à nous clamer ou à pérorer sa passion pour le pays sur les antennes de Voilà, la parenthèse que vous ouvrez, elle est importante. Il faut aussi rappeler qu'en RD Congo, il faut 100 000 $ pour compétir au poste de chef de l'État. 100 000 $ américains, je précise. Prenez une calculette, vous verrez ce à quoi ça équivaut en francs CFA. Vous êtes Ilia Kofidia, juriste, analyste politique. Et face à vous aujourd'hui, il y avait Arnaud Reika Guénounon, écrivain essayiste, analyse des questions sociopolitiques. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.